Alyssa Hanzinger, la femme qui avait des garçons âgés de 12 à 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Elle avait créé une fausse identité en ligne pour faire ami-ami avec les victimes et elle aurait commis au moins 30 V sur plusieurs mois sur l'une d'elles. Mais son père la défend en disant que c'est elle la vraie victime dans l'histoire. With young boys, 13 and 14 years old, what we know is you have been the adult. You have been preying upon them. You have been taking advantage of them. You have been abusing them based on the allegations that the state has put forth. You don't seem to understand that the problem is not who reported the video. The problem is you are in multiple videos with young boys 13 and 14 years old. Range from lewd or lascivious molestation with a victim aged 12 to 15 to transmission of child pornography by electronic device. Une histoire complètement folle, n'est-ce pas? C'est fou à quel point, une fois en situation de difficulté et une fois mis face à leurs méfaits, les truands implorent la clémence de la part du système qu'ils ont autrefois ignoré en faisant leur meilleur numéro, histoire de faire pitié et d'attirer la sympathie du public. Cette jeune femme fait désormais face à la justice mais implore via son père la reconsidération de son cas à cause apparemment de sa condition mentale et physique, jamais mentionné avant ces événements. Je me devais de revenir dessus car depuis fin janvier, l'affaire fait à nouveau rage. Mais avant, permettez-moi de vous partager une autre histoire du genre, mais qui ne s'est pas finie favorablement pour le jeune garçon concerné. Oui, aujourd'hui, vous aurez deux histoires pour le prix d'une, alors restez bien jusqu'à la fin. Bon visionnage. Dans ma première vidéo sur Ekima 2.0, je vous avais parlé de la féminisation des institutions et des conséquences tragiques et pratiquement irréversibles qu'elle a sur la société. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai le lien juste là. Une autre vidéo est d'ailleurs disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas également à aller la regarder. Le lien juste en commentaire épinglé. Voici donc le résultat quand une partie de la population est traitée différemment et vit parfois dans l'impunité. Il y a quelques jours de cela, j'étais sur X, anciennement Twitter, lorsque je suis tombée sur une vieille histoire qui m'a retourné le cerveau. Ce genre d'histoire avec des rebondissements si incroyables qu'on croirait qu'elles ont été inventées. Vous savez, un petit peu comme l'histoire de Nora Vincent. Sauf que celle-ci, messieurs, va vous laisser un arrière-goût dans la gorge. Il s'appelle Nick Olivas et son cas juridique est célèbre aux États-Unis, en Arizona, car il a suscité un débat national sur les droits des victimes masculines de viols statutaires. Il était âgé à l'époque de 14 ans en 2006, lorsqu'il se met à fréquenter sa voisine âgée, elle, de 20 ans. Cette dernière, clairement majeure, décide de sympathiser avec lui d'une manière pas très saine et les deux finissent par avoir des rapports sexuels. Selon la loi de l'Arizona à l'époque et toujours aujourd'hui pour les mineurs de moins de 15 ans, un enfant de cet âge ne peut pas consentir légalement à une relation sexuelle avec un adulte. Résultat, c'est donc du viol statutaire et Nick est clairement la victime. Je pense que ça devrait être évident pour tout le monde. À cet âge-là, si un enfant n'est pas bien encadré ou est abandonné à lui-même, il ne sera pas en mesure de comprendre que ce qui se passe est mal parce que oui, une femme adulte qui entretient des rapports avec un mineur, c'est un V. Un abus S sur mineur, surtout si l'adulte en face l'a mis en confiance et a tout fait pour qu'il ne questionne pas ses agissements. Et c'est d'ailleurs ce que Nick affirmera plus tard. Il était dans une situation familiale pas très stable. Résultat, il se retrouve à faire ami-ami avec des gens qu'il ne devrait pas. Sauf que dans cette amitié profonde, sa prédatrice finit par tomber enceinte et c'est là que leur histoire s'arrête. Nick n'est évidemment pas au courant de cette grossesse et pire même encore, il n'avait même pas conscience qu'il aurait pu à l'époque saisir les autorités pour qu'on puisse retrouver l'agresseuse et la confronter devant les faits. Sauf que 8 ans plus tard, elle refait surface, mais devinez pour faire quoi? Pour lui dire qu'il est le père d'une fillette de 6 ans. Elle refait surface vers 2012, quand il a environ 22 ans. Bon, déjà, est-ce que je suis la seule à voir que les calculs ne sont pas bons? 8 ans plus tard, comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle a donné naissance à une fille qui, elle, a 6 ans, même pas 7 ans, 6 ans, et que cette fillette est la fille de Nick? Désolé, mais pour moi, les calculs ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression qu'il y a une arnaque dans l'air. Et je me demande s'il a d'ailleurs pu faire un test pour confirmer que cet enfant est le sien. Très important parce que 8, 6 ans... Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais bon, je m'enflamme. Le plus grave est encore à venir parce que devinez ce que cette femme a fait. En 2012, elle a saisi l'État de l'Arizona via le département de sécurité économique pour qu'on contacte Nick histoire de lui réclamer une pension alimentaire rétroactive. Oui, vous avez bien entendu. Elle a exigé une somme estimée à environ 15 000 $ en arriéré de pension alimentaire, donc pour les 8 premières années de vie de l'enfant, qui au passage a 6 ans, mais bon bref, plus les frais médicaux, plus les intérêts qui s'élèvent à 10%. Waouh! Ensuite, l'État lui a imposé un paiement mensuel d'environ 380
dollars par mois, prélevés directement sur son salaire. Nick travaillait comme assistant médical à l'époque. Il a dit qu'il accepterait de payer la pension à partir du moment où il a été informé, mais qu'il contestait les arriérés pour les années où non seulement il était encore mineur, mais en plus il s'agissait d'un abus, donc c'est lui la victime, et il ignorait totalement l'existence de l'enfant. Mais ils n'en ont eu rien à faire. L'État a quand même saisi de l'argent sur son compte bancaire et continué les prélèvements automatiques. La situation est juste lunaire. Une femme profite d'un garçon et lui impose un enfant issu de cet abus alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de devenir père. Il a même fait preuve de bonne foi en ne contestant pas sa responsabilité paternelle, quoique j'estime qu'il en avait le droit, mais c'est absolument injuste d'être poursuivi financièrement alors qu'il est la victime d'un crime sexuel. Et pour vous dire que même quand il a souligné cette partie de l'histoire, la femme, elle, n'a jamais été poursuivie pénalement, on ne lui a absolument rien dit. Bon, probablement parce que d'après leur loi, le délai de prescription pour viol statutaire était écoulé, ou parce que aucune plainte n'avait été déposée à temps. L'Arizona appliquait une politique stricte. Tant que la mère n'avait pas été condamnée pour agression sexuelle, l'État poursuivait le père biologique pour pension, même dans les cas de viol statutaire inverse, c'est-à-dire une femme adulte plus un garçon mineur. Je ne sais pas qui a été à la charge de rédiger cette loi, mais vraiment, la personne et ceux qui l'ont votée sont questionnables. L'affaire a créé un tollé médiatique et il y avait de quoi. C'est une loi absolument bancale à tous les niveaux. Résultat des courses, Nick a payé une partie des arriérés, mais il a exprimé qu'il ne pouvait pas tout régler d'un coup. Il a été brièvement arrêté pour non-paiement ou menace d'arrestation à un moment. L'affaire n'a pas abouti à une annulation totale des arriérés. Les tribunaux ont maintenu la règle que la paternité biologique prime, indépendamment des circonstances de conception. Depuis 2014, l'affaire est restée un cas d'école souvent cité dans les débats sur le genre, le consentement et la responsabilité parentale. Cette affaire a été largement relayée par les groupes de défense des droits des pères et des victimes masculines, dénonçant un double standard. Et ce qui, moi, m'a laissé sans voix, ce sont les commentaires de certaines femmes et hommes également sous ce post qui disaient qu'en gros, qu'il a dû apprécier ça, que si ce n'était pas le cas, il ne se serait jamais mis en érection, donc c'était consenti. Résultat, il est le père et il doit assumer l'enfant qu'il a donné à son agresseuse, je le rappelle. C'est juste lunaire. Ici, je n'ai même pas besoin de dire « imaginez si les rôles avaient été inversés ». Non, on sait très bien ce qui se serait passé. Mais imaginez un seul instant une fille de 14 ans à qui ça arrive et elle n'a pas conscience d'à quel point c'est mal. Et des gens en commentaire sous le post qui raconte son histoire se mettent à dire « mais elle a forcément aimé ça vu qu'elle n'a rien dit à l'époque. Elle a forcément mouillé pour que ça arrive, sinon ça lui aurait fait mal, etc. etc. » J'en ai des frissons rien que d'imaginer ça. Mais certaines femmes sont tellement à l'aise à l'idée de le dire sans y réfléchir à deux fois. En fait, je me demande si elles diraient pareil si ça arrivait à leurs enfants. Et on sait tous que pour beaucoup, ce ne sera pas le cas. Preuve encore de leur hypocrisie. Et des cas comme celui de Nick Olivas sont nombreux. J'en connais encore un où en 1996, une enseignante de 34 ans avait son élève de 12 ans. Oui. 34, 12 ans. Je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à une relation particulière qui est arrivée à quelqu'un de célèbre en ce moment. Bref, cette enseignante s'est fait prendre la main dans le sac et comme conséquence de ce rapport, elle est tombée enceinte de ce garçon. Et dites-vous que le juge lui a juste infligé une peine dérisoire de 6 mois avec sursis, plus une petite notice qui disait ne le revoyez plus jamais madame. Sauf qu'elle enfreint immédiatement cette ordonnance et bon, finit par écoper de 7 ans et demi. Mais à sa sortie, ils finissent par se marier plusieurs années après qu'il ait atteint l'âge adulte. Sauf que attention, ceci n'est pas une romance d'écart d'âge, non. C'est un enfant qui a été manipulé. Cette histoire était tellement grave qu'elle a fait l'objet d'un film documentaire, je pense. Le nom c'est May December et je peux vous assurer que vous serez furieux d'entendre toutes les manipulations qu'elle a fait subir à ce garçon. C'était une femme mariée avec des enfants, mais elle a tout abandonné pour se mettre à la conquête de ce jeune garçon. Et elle y est parvenue. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois quand l'histoire concerne les femmes, il y a toujours ce spectre de la romance qu'on essaye d'attribuer en fait aux prédatrices et certaines s'en sortent bien avec. Mais bon, ça me rassure d'entendre qu'il y a tout de même avec le temps des cas où ça ne se termine toujours pas bien pour ces prédatrices. Et je parle du cas d'Alyssa Ann Zinger. L'affaire Alyssa Ann Zinger est un scandale judiciaire américain qui a éclaté en 2023 à Tampa, en Floride. Il s'agit d'une jeune femme accusée d'avoir posé en ligne comme une adolescente de 14 ans, scolarisée à domicile pour entrer en contact avec des collégiens, des garçons de 12 à 15 ans, et entretenir des relations sexuelles avec eux. L'affaire a fait beaucoup de bruit en raison du profil de l'accusée, des multiples victimes, des charges très graves et des déclarations explosives de son père qui la présente comme la vraie victime.
Très drôle. Qui est donc Alyssa Ann Zinger? C'est une jeune femme née le 15 janvier 2001 à Tampa. Elle avait 22 ans au moment de sa première arrestation et elle en a 25 aujourd'hui. Elle travaillait chez Publix, un supermarché, et n'était pas du tout scolarisée à domicile, contrairement à ce qu'elle voulait faire croire. Selon son père, Josh Zinger, 55 ans, elle souffrerait de TDAH, de TOC, de syndrome de Tourette, d'anorexie, etc., etc. Elle aurait consulté 10 à 12 psychologues et psychiatres et son QI a été évalué à 72, donc très en dessous de la moyenne. Son père la qualifie de mentalement déficiente et affirme que, légalement, avoir des relations sexuelles avec une personne mentalement déficiente est illégal, quel que soit l'âge du partenaire. Spoiler alert, son père, à force de vouloir compiler toutes les théories du complot, va juste aggraver juridiquement le cas de sa fille. Quel était donc le modus operandi de Alyssa? Fin mai 2023, Alyssa contacte via Snapchat et parfois même sur TikTok un jeune garçon de 12-15 ans, élève de Woodrow Wilson Middle School au quartier Hyde Park à Tampa. Elle se présente comme une fille de 14 ans scolarisée à domicile et la relation dure jusqu'à mi-septembre 2023 où il faisait principalement des communications en ligne mais aussi quelques rencontres physiques. La première victime, le premier garçon, déclare avoir eu au moins 30 relations sexuelles avec elle. Elle lui envoyait des photos et des vidéos explicites. Elle lui disait même qu'elle avait couché avec d'autres mineurs. En juillet 2023, elle est arrêtée pour vol à l'étalage chez Nordstrom à International Plaza avec ce garçon, alors âgé d'environ 13 ans, qu'elle appelle son petit ami. Lors de l'interpellation, elle ment à la police. Elle dit être née en 2009. Donc, elle a 14 ans. Sauf que la police vérifie ses dossiers scolaires, son emploi de temps, ses permis de conduire. Elle est bien née en 2001. Elle prétend cependant avoir une demi-sœur du même nom pour expliquer la contradiction. Waouh, mort de rire, le mensonge n'est pas son fort, visiblement. Sa première arrestation survient le 24 novembre 2023. La police de Tampa reçoit des informations sur cette relation inappropriée. Alyssa est arrêtée le 24 novembre 2023 et les charges initiales sont tous des actes criminels de second degré. 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle ou d'attentat à la pudeur, en gros des relations sexuelles avec des victimes âgées de 12 à 15 ans par un adulte. 5 chefs d'accusation d'attouchement obscène ou lubrique. Elle plaide non coupable, renonce à l'audience d'inculpation et est libérée sous caution. $7 500 par chef d'accusation, soit environ $52 000 au total. Faut croire que ses parents sont vraiment prêts à tout pour la libérer. Mais heureusement, par chance, l'enquête continue. 4 autres garçons de la même école, tous âgés entre 12 et 15 ans, se manifestent dans des accusations similaires. Nombre total de victimes, 5. Nouvelle arrestation début avril 2024, nouvelle charge ajoutée. Elle fait désormais face à 11 chefs d'accusation au total, agression sexuelle et attouchement obscène ou lubrique multiples, possession de pornographie juvénile, transmission intra-étatique de pornographie juvénile par appareil électronique, harcèlement sexuel cybernétique. Comme preuve principale, les autorités se saisissent des communications Snapchat TikTok où elle se faisait passer pour une gamine de 14 ans. Ils se saisissent également des photos et vidéos explicites envoyées aux garçons, dont une vidéo de rapport sexuel envoyé à plusieurs enfants. Ils prennent en compte les témoignages des victimes qui confirment les relations sexuelles répétées et le témoignage du garçon qui a avoué qu'elle avait couché avec d'autres mineurs. Le 8 avril 2024 se tient l'audience devant la juge Laura Ward à la Hillsborough County. La juge refuse la libération donc sous caution et la maintient en détention jusqu'au procès. Elle dit, et je cite, « Ce que nous savons, c'est que vous avez été impliqué avec ces garçons, vous avez été l'adulte, vous avez été en train de les chasser, de profiter d'eux, de les abuser. Malheureusement, vos parents ont aggravé la situation. Ils ont essayé de vous aider, mais ils ont empiré les choses. » Parce que oui, comme je vous l'avais dit, son père a continué de faire le pitre et a fini par faire entrave à la justice. Les procureurs ont présenté des éléments montrant que Josh et sa femme auraient intentionnellement fourni de fausses informations ou un téléphone modifié à la police pour protéger leur fille. Depuis avril 2024, Alyssa est en détention sans caution. Venons donc-en aux déclarations du père en janvier 2026 qui ont fait polémique. Dans une interview exclusive au New York Post le 30 janvier 2026, Josh Zinger défend farouchement sa fille et retourne complètement le récit. Déjà, il appelle le premier garçon de petit bâtard. Il affirme que le garçon l'a séduite, qu'il aurait trouvé son compte où elle dansait comme une ado et lui a proposé un Uber jusqu'à son appartement de $5 000 par mois. Oui, un garçon de 14 ans qui a un appartement de $5 000 par mois. Qu'il l'a hébergé pendant 5 mois et lui a pris sa virginité. La virginité de la fille. Incroyable. Il dit que le garçon savait son âge réel et son instabilité mentale et qu'il l'a présenté à ses amis avec des clins d'œil en mode « ouais, faites tourner ».
Il répète qu'elle est mentalement déficiente et que légalement, elle est la victime. Il décrira aussi les conditions en prison de sa fille, les autres détenus qui mettent des ongles, des cheveux, du plastique, voire même des excréments dans sa nourriture parce qu'ils savent qu'elle est accusée de pédophilie. Ah oui, j'ai appris que dans le code des criminels, les pédophiles seraient vraiment la pire des espèces et étaient maltraités aussi sévèrement qu'ils le pouvaient. Josh, son père, insiste qu'elle ne va pas plaider coupable, qu'il n'y aura pas de registre des délinquants sexuels pour elle et elle sortira avec le temps déjà purgé. Ou quoi, ils vont s'en aller retourner tout le tribunal. Bonne chance le vieux. Bref, Alyssa Hansinger reste actuellement en détention sans caution à Hillsborough County. Son procès est fixé au 26 mai 2026. Elle plaide non coupable évidemment de toutes les accusations et l'affaire continue de faire débat sur les réseaux sociaux. C'est l'un des cas les plus troublants de grooming inversé. En gros, une adulte qui se fait passer pour une mineure pour cibler des mineurs, jamais médiatisée en Floride. Les autorités ont cependant insisté sur le fait qu'elle était pleinement consciente de son âge et de celui des victimes et qu'elle a activement maintenu le mensonge pendant des mois et rien que pour ça, leur gestion de l'affaire est à féliciter. Il est vrai que traiter des affaires d'agression S sur des adultes peut être délicat, mais sur mineurs, il n'y a pas de question à se poser. C'est une condamnation directe, tous sexes confondus. On espère que cette histoire prendra une tournure satisfaisante pour les victimes et leurs familles. C'était tout pour cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire et n'oubliez pas de faire un tour sur Ekima 2.0, le lien est dans le commentaire épinglé. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.